Je m'appelle Alexia et vous souhaite la bienvenue dans Les Pieds dans Demain, le podcast où nous découvrirons à quoi pourrait ressembler demain dans notre quotidien. Les Pieds dans Demain sont des conversations avec des personnes de tous horizons, afin de décrire comment elles envisagent concrètement demain. L'objectif de ce podcast ? Donner la parole à des personnes pleines de bon sens, que l'on a trop peu l'habitude d'entendre, afin de penser l'après de manière réaliste et authentique. Allez, venez, on va mettre les pieds dans demain. Charlotte a 32 ans et est chef d'entreprise. Veillez à bien l'écrire avec 2 FE car elle y tient. Pour la partie historique, j'ai rencontré Charlotte sur les bancs de l'école quand nous nous formions à la communication. Après avoir travaillé dans des entreprises de plus ou moins grande taille et dans des associations, Charlotte a décidé de monter sa propre entreprise en 2015. Je me souviens de la fierté que j'ai eue quand j'ai vu qu'elle menait sa barque comme une chef et avec une ténacité impressionnante. Aujourd'hui, Charlotte est maman et a décidé de quitter Paris pour partir vivre à Bordeaux, rejoindre son associée Cécile, mais aussi s'offrir une meilleure qualité de vie. J'ai voulu interviewer Charlotte pour de multiples raisons, et une de celles qui était la plus importante pour moi, c'était vraiment du fait qu'elle est une entreprise spécialiste en conseil RH. Elle a la capacité de prendre du recul par rapport au sujet du travail, de l'entreprise de demain, comme on peut l'appeler, et de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, qui semble être un des sujets les plus prégnants de notre siècle. Aussi, et c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, depuis quelque temps déjà, son engagement pour défendre et valoriser la cause des femmes s'est amplifié. Elle aborde désormais la vie autrement depuis qu'elle est maman et réfléchit à ce que ses actions soutiennent la société qu'elle laissera à sa fille. Et je trouvais que ça apportait vraiment une notion encore différente à sa vision de demain. Et oui, les mompreneurs, comme on les appelle, pour la partie un peu étymologique, contraction de mom et entrepreneur, existent bel et bien et ont plein de choses très intéressantes à nous partager. Je vous laisse découvrir la discussion que j'ai eue avec Charlotte pour le confirmer. Je vous souhaite une très bonne écoute et n'oubliez pas, Black Lives Matter. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, Les Pieds dans Demain. J'ai la chance de discuter avec Charlotte. Charlotte a bientôt 32 ans et elle est chef d'entreprise, chef 2FE. Bonjour Charlotte. Bonjour Alexia. Alors, je commence toujours avec cette question pour voir un peu quelles vont être les thématiques qui vont ressortir de cet entretien. L'objectif, c'est de parler de demain, de voir un peu ta vision de demain dans ton quotidien, vraiment d'un point de vue très réaliste. Comment toi, tu vois demain d'un point de vue personnel ? Eh bien, c'est compliqué demain d'un point de vue personnel. Je suis jeune maman d'une petite fille depuis 6 mois et chef d'entreprise, comme tu l'as très bien indiqué. Et je déménage pour partir à Bordeaux le mois prochain. Je vis à Paris actuellement. On a fait ce choix de vie parce que vivre à Paris avec un enfant, c'est pas si évident. Et du coup, ce déménagement, il remet en question plein de choses sur le plan personnel. On s'éloigne de la famille, on se rapproche d'une autre partie de la famille, mais quand même. Et on s'éloigne d'amis. On a clairement ce tournant de la trentaine qu'on sent bien s'approcher, où on fait des choix de qualité de vie plutôt que de réseau amis et sorties et où sont les meilleurs bars. Donc voilà, pour moi demain c'est la grande aventure parce que d'un point de vue personnel il va se passer beaucoup de choses. La grande aventure. Et d'un point de vue professionnel, comment tu vois demain ? Alors un peu pareil. L'avantage et le désavantage quand on est entrepreneur, chef d'entreprise, c'est qu'on peut inventer un peu son quotidien, mais que souvent il est du coup plein de surprises et on s'adapte un peu avec ce qui vient. Et comme beaucoup de gens, on a dû faire face à la crise sanitaire de ces derniers mois. Avec mon associé, on est dans une agence de conseil en communication RH. Et vu que les recrutements vont être légèrement gelés sur les prochains mois et que clairement on conseille beaucoup sur ça, on se remet beaucoup en question. Maintenant, on a un panel de compétences qui est assez large. Donc on réfléchit à comment rebondir, à comment se réinventer et comment ne pas laisser cette crise nous tuer. Tout simplement. Vous réfléchissez à tous les scénarios ou l'objectif c'est quand même de se dire demain sera positif d'un point de vue professionnel ? Moi je suis très pessimiste de base, donc je préfère me dire, je préfère partir du pire scénario et envisager plein de plans B. Mes amis le savent très bien, je suis la reine du plan B, j'ai toujours plein d'autres options si jamais
il y a un problème. Ce qui est bien parce que du coup, je me laisse rarement surprendre par des périodes compliquées. Donc là, typiquement, avec mon associé, on avait quand même une magnifique trésorerie, ce que peu de jeunes agences ont, qui nous a coûté quand même des efforts ces 5 dernières années, mais qui aujourd'hui nous sauve un peu quand même pendant cette période, nous permet au moins d'avoir 1 an d'avance, ce qui est quand même une grande chance. Et voilà, du coup, il faut s'adapter. Je suis pessimiste, mais finalement assez optimiste, et j'espère toujours que c'est la meilleure issue qui se présentera. En tout cas, tu te prépares à tout. Oui. Une 3e guerre mondiale, voilà. Ouais, on va essayer de pas trop se le souhaiter. Enfin, en tout cas, c'est pas l'objectif de ce podcast. Tu parlais justement de cette crise sanitaire. Est-ce qu'il y a un aspect de ta vie quotidienne, toi, que tu as commencé à faire changer ou que tu souhaites faire évoluer en réponse à cette crise sanitaire? On a vu beaucoup de gens changer leurs habitudes. Est-ce que toi, quelque chose qui va changer ou en fait non, t'es déjà en vitesse de croisière? Si, mais je crois qu'il y a une tendance qui date d'avant cette crise sanitaire. Moi, je le vois vraiment dans mon entourage depuis un moment. Il y avait un ras-le-bol général. Je le vois dans mon métier parce que, voilà, faisant de la communication RH, je m'intéresse beaucoup aux innovations, à la recherche des candidats, à ce qui se passe sur le marché. Et on voyait depuis plusieurs années, j'en suis aussi l'incarnation, d'une quête de sens. Ça a été sujet très à la mode, etc. Mais c'est pas du bullshit, quoi. Ça vient vraiment de quelque part. Ça vient d'une envie profonde des gens, des jeunes, des moins jeunes, de vivre différemment, en fait. Et d'être plus en accord avec leurs valeurs, et puis aussi de réinventer l'équilibre pro-perso. Ça aussi, c'est un gros sujet, notamment dans l'entrepreneuriat. Et je crois qu'on avait amorcé ça avec mon associée Cécile, et c'était un vrai sujet pour nous dans notre association. C'était de créer une entreprise, de savoir qu'il y avait des challenges et qu'il fallait y accorder beaucoup de temps, mais on voulait absolument respecter un équilibre pro-perso parce que pour nous c'est important. C'est ce qui nous a aussi attirés dans l'entrepreneuriat, de nous dire on travaillera peut-être plus au final en termes d'heures. En revanche, on a une flexibilité, une liberté sur notre emploi du temps. Et je crois que voilà, l'entrepreneuriat n'est pas la réponse pour tous, c'était une réponse pour moi. Mais je crois que cette crise, elle montre, et j'ai vu beaucoup d'amis qui sont restés longtemps en banlieue chez leurs parents ou ailleurs, au vert, avec des enfants, pour la plupart qui avaient oublié ce que c'était, à part pour les 2 semaines de vacances qu'ils avaient en été. Et nous, on a beaucoup d'amis qui reviennent pas à Paris, en fait. Et ça me surprend pas. Parce que même moi, j'y ai passé 2 mois chez ma mère en banlieue avec un jardin. Et nous, on avait déjà déclenché le déménagement, mais ça n'a fait que confirmer notre envie d'une vie meilleure. Et que finalement, moi qui suis très parisienne dans l'âme et qui croyais que les bars, les copines tous les soirs, les activités, ça allait énormément me manquer, j'ai réalisé que finalement, avec un enfant en bas âge, de toute façon, on ne peut plus faire grand-chose. Donc, autant vivre cette slow life dont on parle de plus en plus. Et oui, je crois que demain, ça sera des nouvelles manières de vivre. Moi, j'espère beaucoup, je crois beaucoup en la délocalisation aussi. Et voilà, moi, je suis à moitié allemande et je vois en Allemagne que c'est une vraie réussite économiquement, il y a des Länder, il y a des villes qui sont économiquement fortes, il n'y a pas que Berlin. Et ça, c'est quand même génial parce que du coup, tout le territoire est habité, tout le territoire a des forces économiques et pas qu'une seule région. Et j'espère qu'en France, c'est ce qui va se passer. C'est un peu le pari que je fais en partant à Bordeaux. J'espère que les entreprises vont se permettre d'aller s'installer dans d'autres villes, qu'on va essayer de vivre différemment, de moins être comme des cons tous dans le RER tous les jours. Bon, je parle pour les franciliens. Mais voilà, c'est un peu ça ma vision de demain. Et alors, c'est intéressant, donc vous faites le choix de partir vivre à Bordeaux. Tu penses que Paris ne peut pas changer? Il faut quitter Paris pour que toi, au moins, tu puisses t'en sortir? Tu penses pas qu'on peut, nous-mêmes, à notre niveau, faire changer Paris? Ah si, totalement, et c'est ce que j'ai toujours dit. Moi, je crois que ça doit venir de nous. Parce que j'attends pas plus que ça du gouvernement, même si je pense qu'ils font à leur hauteur certaines choses, voilà. Mais si, le changement doit venir de tous les niveaux, mais parfois le changement il est trop lent, voilà. Et c'est une question aussi de timing, quoi. Moi j'adore Paris et je
je pense qu'il y a plein de belles choses à trouver dans cette ville et ça dépend encore une fois de sa manière de vivre parce qu'il y a des gens que ça ne dérangera pas de vivre en appartement avec des enfants. Moi, c'est quelque chose dont j'ai pas envie, mais c'est pas le cas de tout le monde, quoi. Et voilà, ça dépend aussi du quartier dans lequel on vit, je crois, à Paris. Moi, je suis pas dans un quartier qui est encore très développé. Il y a très peu de parcs, il n'y a pas de possibilité de faire des choses facilement et dans un rayon où on peut marcher avec un jeune enfant. Et ça m'embête parce que j'ai pas envie de devoir me déplacer en transport avec mon bébé tout le temps, quoi. Et voilà, et c'est vrai que la province, c'est un bon compromis parce qu'on a ce côté ville qui manque énormément aux citadins quand ils partent. On a trop peur de manquer quelque chose. Donc ça nous rassure de savoir qu'il y aura un petit café ou un petit bar pas loin. Et à la fois, les week-ends, c'est quand même super chouette. C'est les Pyrénées, c'est la mer. C'est plus de possibilités qu'à Paris. Il y en a aussi, mais bon, déjà, tu as 3 heures de bouchon pour sortir de Paris le vendredi avant d'aller quelque part. Donc voilà. C'est un peu ça. Pour aller au Cap Ferret, je pense que le week-end, il y aura un peu de bouchon aussi. Voilà. Oui, c'est vrai. Il y en aura aussi. Si on revient justement sur cette notion de travail, évidemment, tu as commencé à en parler, mais j'aurais bien voulu que tu le développes un peu plus. Beaucoup de gens disent qu'en effet, cette crise, mais même avant, comme tu le disais très justement, les gens ont commencé à chercher un sens à leur travail. Les bullshit jobs, c'est un terme qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps. Toi, tu as commencé à m'y répondre, mais j'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus. Comment tu trouves du sens à ton travail, justement quand tu penses à demain? Tu veux dire dans mon service, dans ce que je propose, ou dans ma manière dans le fait d'être entrepreneur? Les deux. Les deux, d'accord. Ce qui devient spontanément à l'esprit. Donc déjà, pour moi, mon travail, faut vraiment se le dire, comme j'ai pu me le faire sur mesure, c'est comme une chaussure sur mesure, je m'éclate. Et ça a du sens pour moi, ce que je fais. Et je le ferais pas si ça avait pas de sens, déjà. Voilà. Mes clients, je les adore. J'adore travailler dans le secteur des ressources humaines parce que ça me parle. J'aime parler avec des collaborateurs, de leurs problématiques, de savoir comment ça se passe en entreprise, des évolutions et innovations RH. J'adore ça. Je pense qu'il y a plein de gens que ça fait chier les RH profondément, mais moi, ça m'éclate. Voilà, donc déjà, ça, c'est cool. Et ensuite, avec mon associé, on a trouvé une manière de donner encore plus de sens. Quand parfois, on se disait que, bon, finalement, on fait du service, c'est quelque chose, il y a beaucoup de réflexion, c'est du conseil, quoi. Donc, il y a une partie très... où on est tout le temps dans nos têtes. Ça nous manquait un peu cette sensation d'aller plus loin sur certaines choses qu'on ne pouvait pas creuser, qu'on identifiait chez nos clients, mais qu'on ne pouvait pas creuser avec eux, parce que clairement, le corporate a ses limites. Donc nous, on a créé un lab pour s'amuser et développer des sujets qui nous tiennent à cœur d'un point de vue moral, éthique et sur des questions de demain, etc. Donc on traite de sujets comme là pendant le confinement du télétravail parce que c'est un sujet qu'on trouve passionnant, qu'on a testé et approuvé. On parle de l'entrepreneuriat au féminin. Ça c'est un gros sujet parce que pareil, on a un petit peu d'expérience maintenant et on trouve ça super et on aimerait qu'il y ait plus de modèles de réussite de femmes chefs d'entreprise. Ça se fait de plus en plus, il y a beaucoup de podcasts qui publient des beaux profils, qui nous parlent de ces femmes chefs d'entreprise, mais je trouve qu'on ne parle pas encore assez des freins qu'il y a à l'entrepreneuriat féminin et il y en a beaucoup. Et je pense qu'il faut continuer de mettre en lumière des personnes qui ont réussi pour que leur parcours inspire d'autres jeunes filles ou moins jeunes à se lancer si elles le souhaitent. Et nous, c'est vraiment ce petit lab-là, c'est notre petite bouffée d'air frais. Ça nous permet vraiment d'aller au bout de nos inspirations, de notre créativité si on a été frustré par ailleurs. Tu as commencé à toucher du doigt un certain sujet un peu fort. Toi, un meilleur demain, d'un point de vue de l'entreprise, qu'est-ce que ce serait ? Oui, mais alors moi, là-dessus, moi, je serais pour vraiment des entreprises beaucoup plus flexibles, déjà. Je trouve qu'aujourd'hui, on est très rigide dans notre approche du travail. Alors, c'est très vrai encore en France, ça l'est moins dans d'autres pays. Alors maintenant, ça fait des années que j'ai pas été salariée. Donc je peux pas non plus prendre la parole pour ce groupe de personnes parce que honnêtement, je suis plus trop
au fait. Enfin, mon expérience personnelle n'est plus à jour. Par contre, pour travailler avec des entreprises et les conseiller sur ça, je vois quand même ce qui remonte comme problématique au niveau des collaborateurs dans les entreprises, c'est ce manque de flexibilité. C'est ce manque d'adaptabilité des entreprises aux horaires, à la charge de travail, à la charge mentale, à tellement de choses. Enfin, et on a voulu répondre à des problématiques en mettant en place des flex office, des trucs très innovants qui finalement ont créé plein d'autres problèmes parce que les gens se sont désengagés. C'est bête, mais en n'ayant plus une place à soi, on n'a pas pu personnaliser sa place, on perd aussi beaucoup d'autres choses. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a des tentatives et il y a vraiment une volonté, je crois, de s'améliorer de la part des entreprises. Mais elles veulent s'améliorer sans faire les vraies concessions, en fait. Par exemple, le télétravail, elles y ont été toutes forcées. Et c'est drôle parce qu'on a fait un podcast à ce sujet. Et ce qui est revenu et qui a été dit très honnêtement, et je l'ai apprécié de la part de certains des personnes qu'on a interviewées, qui sont des grandes entreprises françaises, c'est que, ah bah oui, en fait... l'expérience, elle est plutôt bien, quoi. Et ça se passe plutôt bien. Et on n'a pas besoin de fliquer ses salariés tous les jours pour voir s'ils font bien leur travail, parce que finalement, un collaborateur heureux est un collaborateur engagé, normalement, si tout se passe bien. Et qu'on peut fonctionner différemment. On peut fonctionner au résultat, à la mission, et non pas au micromanagement, comme ça se fait dans beaucoup, beaucoup d'entreprises encore aujourd'hui. Et ce manque de confiance, je crois que c'est quelque chose... c'est un vrai sujet en France sur la manière de travailler. Et je crois que tant qu'on ne résoudra pas ça, ça sera encore compliqué. Mais franchement, la crise sanitaire a eu ça de bon de nous forcer à tester un modèle que peu d'entreprises avaient envie de tester jusqu'à présent. Et pourtant, tu vois, je vois beaucoup d'entreprises qui ont testé, qui ont approuvé, puisqu'elles ont vu que les gens jouaient bien le jeu, malgré les difficultés qu'on peut connaître. Et pourtant, maintenant que cette crise est entre guillemets derrière nous, beaucoup de gens veulent revenir à la norme. Alors, il y a ceux qui décident de faire du 100% remote, donc 100% télétravail, il n'y a plus de bureau, et d'autres qui, au contraire, disent « vous revenez tous, c'est terminé ». Bizarre, ça, non ? Ouais, c'est bizarre. Franchement, j'ai pas de réponse. Je crois qu'on n'a pas le recul encore aujourd'hui pour analyser cette période, et ça sera très intéressant de pouvoir le faire dans quelques mois. Je me rends pas bien compte. Moi, j'ai surtout eu des témoignages de oui, on veut continuer comme ça. Mais pas que ça devienne la norme. Eh bien non, pas que ça devienne la norme. Mais ça, c'est normal aussi. Moi, je le comprends. Moi, la première, ce qui m'a toujours manqué en tant qu'entrepreneur, c'était ce manque d'avoir un espace de travail avec une équipe. Donc, a priori, à moins d'être vraiment un grand introverti, on aime quand même bien le contact humain. Et on a tous testé les conférences Zoom 8 heures par jour, c'était extrêmement fatigant. Donc je pense que c'est comme la question de tout à l'heure, tout est dans l'équilibre. On n'est pas en train de parler de faire du full remote pour tout le monde. Et encore une fois, s'il y a certaines personnes, le conjoint de mon associé, il a été en full remote pendant longtemps sur un de ses jobs. Lui, ça lui convenait super bien, ça convenait à la boîte. Encore une fois, soyons juste flexibles en fonction du profil qu'on a en face. Il y aura des personnes qui vous leur offrirez du full remote, ils vous diront non, j'en veux pas, je veux une équipe, etc. Je crois qu'il faut juste être capable de s'adapter et de se dire on fait un peu au cas par cas. Je sais, c'est difficile, surtout quand on est sur des grosses boîtes, je sais qu'on ne peut pas faire du cas par cas tout le temps. Mais peut-être mettre en place des petites catégories de plans RH, quoi. J'ai pas encore les clés, mais c'est intéressant. Je me suis toujours posé une question. J'ai toujours entendu mes amis ou les proches, les gens que j'ai pu rencontrer, quand ils me disaient qu'ils devenaient entrepreneurs, c'était les termes qui revenaient le plus, c'était liberté, flexibilité, et je suis mon propre patron. Imaginons que l'entreprise parvienne à te proposer justement cette flexibilité, cette liberté, cette autonomie. Toi qui es chef d'entreprise, qui a fait ce choix il y a 5 ans, est-ce que tu retournerais en entreprise si on te proposait tout ça ? Mais je me suis souvent posé la question si redevenir salarié 5 ans plus tard, j'y arriverais. Et alors moi, c'est terrible, mais je crois que vraiment, je suis feignante de nature et que c'est vraiment parce que je bosse pour moi que je m'éclate et que c'est 100%...
En fait, je fais vraiment ce que je veux, quoi. Comme je disais, je me suis fait une chaussure sur mesure. Donc, le jour où je m'ennuie, généralement, j'adapte. Enfin, je la retape un peu. Moi, c'est pas... Oui, ça serait clairement plus attrayant s'il y avait toutes ces notions-là dans le package. Mais surtout, moi, ce que j'aime en tant qu'entrepreneur, au-delà de cette liberté, qui est aussi une fausse liberté, il faut se le dire, parce qu'à partir du moment où on a une équipe, etc., on devient beaucoup moins flexible. C'est le côté... je crée et je retransforme mon offre et mes journées ne se ressemblent pas. Et c'est ça qui me ferait peur avec le salariat aujourd'hui, c'est de m'ennuyer en fait. J'aurais peur de m'ennuyer. Donc il faudrait vraiment être capable, parce qu'aujourd'hui, voilà, depuis 5 ans, je vis tellement pas une journée la même que la précédente, que je me suis habituée à ça, et ça me plaît, ça me fait plaisir de me lever le matin et de me dire ma journée est complètement différente de celle d'hier, et je crois que j'aurais vraiment peur de l'ennui. Non, mais c'est intéressant, parce que je pense qu'il y a quand même énormément de gens qui deviennent freelance, qui créent leur boîte /agence. Je pense que les entreprises, comme tu dis, il y a une tentative d'eux. Ouais. On ne naît pas tous entrepreneurs, certains le deviennent par la force des choses, mais je me suis toujours posé la question. J'ai voulu goûter à quelque chose de différent. Si l'entreprise revenait me voir quelques années après en me disant, entre guillemets, on a réussi et tous les blocages que tu avais avant, on s'en est débarrassé, est-ce que pour autant tu reviendrais? Moi, c'est ça qui m'a toujours beaucoup intéressée. Tu commences à y répondre, hein. Je pense qu'une fois qu'on a goûté à l'entrepreneuriat... Je pense que j'aurais du mal. Et même nous, c'est déjà présenté la possibilité d'être acheté avec Cécile. Et en fait, c'est drôle parce que d'un côté, il y a un soulagement, parce que tu te dis, si je me fais racheter, j'enlève ce niveau de responsabilité que j'ai actuellement. Je redeviens salariée d'une boîte que j'ai créée, certes, mais quand même, je récupère de l'argent et je me ressens un peu tranquille. Mais il y a une partie de moi qui me disait toujours, non, du coup, la moitié du fun est partie, en fait. Parce que moi, j'aime bien être chef. 2 FE. 2 FE. Donc, si tu m'enlèves le côté chef, je m'ennuierais encore un peu plus. Et justement, Charlotte, si je te parle maintenant, le futur, on va se lancer un peu, on va l'imaginer, on va se projeter un peu. Le futur dans 10 ans, toi, d'un point de vue global, tu l'imagines comment? Alors, le futur dans 10 ans, je le vois pour l'instant pas très bien. Parce que vu tous les événements de ces dernières années, c'est vrai que ça laisse à penser que ça va être difficile pour nous, pour nos enfants. Et ça rejoint ta réflexion de tout à l'heure. Je pense que si on se bouge pas un peu le cul et qu'on n'arrête pas d'attendre que ça vienne d'au-dessus pour changer, il y aura peu de choses qui vont changer malheureusement, parce que les objectifs d'un État, ça reste la croissance et ça reste la rentabilité. Et nous, on est un peu, je pense, les citoyens dans une réflexion un peu différente aujourd'hui. Et on a envie surtout de voir notre environnement aller mieux, de pouvoir travailler différemment, comme on l'a déjà dit, de réfléchir un peu à notre monde différemment. Ce qui me rend très optimiste en revanche, c'est que je vois beaucoup de mouvements. Je vois que les gens s'engagent. Je trouve qu'on est une génération beaucoup plus engagée que celle de nos parents. Pas pour les blâmer parce qu'ils ont fait plein de choses chouettes, mais peut-être qu'à l'époque ils en ressentaient pas le besoin aussi parce que tout allait bien économiquement parlant, etc. Mais nous là, je croise pas une personne qui se pose pas des questions. Et je tiens à préciser que c'est pas une réflexion parisiano-centrée parce que j'ai des amis ailleurs qu'à Paris. Et je vois que c'est clairement très généralisé, donc je me raccroche à ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as hâte de découvrir quand tu penses à demain? Les voitures volantes. Non. Est-ce qu'on peut dire non? Tu peux dire non. Non, j'ai pas projeté particulièrement demain. J'essaie déjà de bien vivre aujourd'hui. Et non, mais j'espère que sur les sujets majeurs, en tout cas, j'ai hâte de voir comment l'éducation sera réinventée, l'accès aux soins, la vision du travail, tous les sujets majeurs de notre société. J'espère qu'on sera un peu meilleur. On espère aussi.
Et à ton niveau, justement, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux jeunes d'aujourd'hui pour que notre monde évolue mieux? Ouais, en plus quand on a un enfant, on se pose vraiment la question de ce qu'on a envie de transmettre et c'est pas facile parce que on se rend compte quand même que nous aussi on est plein de vieilles habitudes et qui sont pas les meilleures et que c'est très très dur de s'en détacher. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment déjà aller vers l'éducation positive sans blâmer personne parce qu'aujourd'hui, avant d'aller vers du mieux, il faut déjà apprendre à défaire avant de refaire. Ça j'en suis persuadée. Et ce que j'ai envie de transmettre, c'est des messages qu'on n'a pas eu ou peu eu quand nous on était jeunes. C'est des messages d'entraide, de bienveillance, à tous les niveaux, qu'ils soient sur le niveau social, environnemental. J'ai envie qu'on apprenne à nos enfants à être plus sensibles, à être plus à l'écoute de leur environnement et moins d'eux-mêmes. Et plus de ce qui les entoure. Et ça passera par nous. Donc à nous de nous éduquer déjà avant de pouvoir éduquer nos enfants. Et ça, j'en suis persuadée et je m'en rends compte tous les jours. Et je suis très contente parce que là, dans le mouvement justement Black Lives Matter, j'ai vu plein de... Pardon pour la prononciation. Je vais m'entraîner à mieux le dire. L'épisode, elle saura le dire. Mais j'ai vu sur Instagram plein de trucs trop cool parce qu'il y avait plein de mamans. Ou pas de maman d'ailleurs, mais je suis beaucoup de mamans sur Instagram. Ouais, je suis foutue. Qui partageaient justement des livres pour expliquer à leurs enfants comment ça se passe. Voilà. Et puis pour des familles qui sont multiculturelles, c'est très important de pouvoir permettre aux enfants de se projeter aussi dans des modèles autres que ceux qu'on leur propose aujourd'hui. Voilà, là je suis une influenceuse qui a une petite fille noire et qui expliquait justement, elle est blanche, d'accord, son mari est noir, que c'était très difficile pour sa petite fille, qui est du coup métissée, de se retrouver dans les histoires par exemple, de se retrouver dans les catalogues de mode pour enfants. Et que du coup, dès qu'elle voyait une petite fille mannequin noire, elle avait l'impression que c'était elle se reprojetait vachement dans cette représentation parce qu'il n'y en a pas assez en fait. Et c'est super parce qu'elle indiquait justement des livres à lire, etc. pour encourager et permettre aussi à ses enfants de se sentir valorisés, écoutés, reconnus dans la société. Et ça, c'est très important et on le fait pas assez. Et aussi encourager du coup les familles blanches, par exemple, à l'introduire auprès de leurs enfants pour que ça devienne normal en fait et pas juste une exception. Donc ça j'y crois, mais je pense que malheureusement pour faire ça il faut déjà s'éduquer soi-même, il faut se dire, il faut avoir cette réflexion, tiens je vais élargir mon panel de lecture pour mon gosse et je vais faire attention à ce genre de détails parce que c'est pas un détail finalement aujourd'hui de voir comment on parle d'environnement, comment on parle de culture, comment on parle de mixité, comment on parle... voilà, aujourd'hui, pareil, il y a plein d'enfants à la maternelle qui ont de maman ou de papa. Ça devrait pas être un sujet. Nos enfants devraient être au courant. Mais pour leur en parler facilement, il faut que nous, on soit à l'aise avec la thématique. Donc, je crois que c'est à notre génération de faire ce travail et que du coup, normalement, la prochaine génération sera un peu mieux. Plus ouverte. Plus ouverte. Voilà. Si tu devais proposer une mesure au gouvernement, qu'est-ce que ce serait pour aller vers ce monde meilleur, justement? Voilà, oui, je vais rejoindre un peu ce que disait Sophie, mais moi je crois beaucoup à l'éducation. Je pense que tout passe par ça. Et je crois qu'aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas encore le même niveau d'accès à l'éducation et les mêmes chances de départ, ça ne pourra pas marcher. Donc je crois qu'il faut simplement essayer de se poser la question comment on rend l'école... Oui, elle est déjà accessible, ok, on a déjà une grande chance dans notre pays, mais comment on la rend encore plus accessible? C'est pas parce qu'on a déjà un pays de droit qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin ou de se poser plus de questions. Je pense qu'il y a encore un gros travail à faire. Et l'éducation nationale ne se pose pas assez de questions. Pour moi, il n'y a pas assez d'évolution dans la manière d'éduquer, dans la manière de... Et attention, je critique pas les profs là, parce que je pense qu'ils font un travail merveilleux, mais qu'eux non plus, on leur donne pas les bons outils. Donc aujourd'hui, je crois que ça serait la première chose que
j'aimerais voir une réforme. Et c'est pas pour rien que beaucoup de parents, moi je vois dans mon entourage des jeunes parents, se posent des questions d'écoles un peu alternatives et sont de moins en moins attirés par le système classique. Et je crois les profs non plus, parce qu'ils ont eux aussi envie de pouvoir d'avoir une liberté d'enseigner différemment. Donc oui, là il y a un travail à faire aussi, je crois. Si on revient sur un sujet plus léger... Oui, avec plaisir. Tu sais que quand j'ai créé ce titre, Les pieds dans deux mains, moi j'ai pensé à plein d'idées. Qu'est-ce que toi ça t'évoque, les pieds dans deux mains? Alexia, j'ai pas ton talent avec les jeux de mots, moi je peux pas. Les pieds dans deux mains. Bon, moi je vois un gosse qui saute dans une flaque d'eau et qui s'éclate et je crois que c'est ça dont on a besoin. Je suis d'accord avec la manière dont tu as amené cette question. On a besoin d'un petit peu plus de légèreté aussi. Et ça serait bien si on prenait un peu de recul, un peu de hauteur et qu'on rigolait aussi un peu de nous-mêmes et qu'on arrivait à avoir plus de légèreté dans notre appréhension du futur. Si demain était une personne, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Mais moi, je ne me projette pas non plus hyper loin dans l'avenir, donc là, comme ça ne m'inspire pas, Alexia. Passons. Merci pour ton honnêteté, Charlotte. Et moi, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour demain? Ah, bah voilà, c'est alors, souhaite-moi quand même la santé, parce qu'en pleine crise sanitaire, s'il te plaît, c'est quand même le plus important. On se rend compte qu'on est quand même des êtres assez simples. Si on n'est pas en bonne santé, n'est-ce pas, on meurt. Voilà. Non, souhaite-moi d'être toujours inspirée. Parce que je crois que quand les temps sont durs, on a tendance à voir les choses en noir et à broyer du noir et que ça ne sort jamais personne. Et comme Black Lives Matter, on arrête de broyer du noir. Voilà, s'il vous plaît. Hein, on illumine un peu le chemin et on reste inspiré et inspirant. Merci Charlotte pour toutes ces réponses tout à fait éclairées, n'est-ce pas, et honnêtes. Merci beaucoup. Merci Alexia, namasté. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que j'ai pris de plaisir à le préparer. Merci d'être toujours plus nombreuses et plus nombreux à écouter Les Pieds dans deux mains. Continuez de me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée, en partageant des épisodes ou encore en mettant des étoiles et des commentaires. La compétition est rude, mais je sais que je peux compter sur vous. Les Pieds dans deux mains est disponible sur les plateformes les plus connues, parmi lesquelles Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, mais aussi YouTube. Vous pouvez suivre les aventures de mon podcast sur le compte Instagram @lespiedsansdemain_8. Et enfin, un grand merci à Karl Moreau et son professionnalisme pour le montage de chaque épisode, Camille Lalou et son talent pour l'illustration du podcast. On se retrouve vendredi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, profitez bien du moment présent avant de réfléchir à demain.